Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et nous sommes aussi avec Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Depuis une semaine, des émissaires venus des États-Unis et d'Iran se parlent discrètement à Oman du nucléaire iranien. Officiellement, aucune nouvelle session d'échange n'est annoncée. Officieusement, la tension monte, Donald Trump veut un accord, mais sans en payer le prix politique. Lui qui, en 2018, avait retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, se retrouve aujourd'hui piégé par sa propre stratégie. Un échec dans les discussions actuelles serait un désaveu pour le président américain qui mise sa crédibilité sur la fermeté, mais craint toute escalade militaire à l'approche des élections de mi-mandat. En face, on a un Iran affaibli économiquement et militairement, mais qui continue d'armer des milices régionales et surtout ne veut pas renoncer à l'enrichissement de son uranium. Et autour, Israël qui met la pression. Benjamin Netanyahou, reçu à la Maison-Blanche cette semaine, a rappelé à Donald Trump les besoins sécuritaires de son pays. Une manière de l'enjoindre à ne rien lâcher. Alors, que peuvent donner ces négociations ? Donald Trump a-t-il plus à perdre qu'à gagner en tendant la main à Téhéran ? Et que nous disent ces tractations de la fragilité du pouvoir américain au Moyen-Orient ? On va en discuter ensemble, en commençant peut-être par ce point, Alain. Que risque Donald Trump dans ces négociations ? Quelle est aujourd'hui sa véritable marge de manœuvre ? Est-ce qu'il a plus à perdre qu'à gagner ? Il court au moins deux risques. Le premier, vous l'avez dit, c'est que sa crédibilité est en jeu sur une question de fond. C'est-à-dire, que veut-il obtenir de la négociation avec les Iraniens ? Comme il parle beaucoup, il a lui-même dit et déjà posé publiquement, et donc ça l'engage, ce qu'il veut. Alors, il a dit, comme il l'avait dit en 2018 d'ailleurs, il avait saboté l'accord auquel était parvenu le président Barack Obama avec les Iraniens, accord qui a été co-signé par les Européens, l'ensemble des Européens, les Britanniques, la Russie et la Chine, et qui a pris la forme d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, Trump lui a critiqué cet accord, sous la pression d'ailleurs de Benjamin Netanyahou à l'époque, pour dire « nous l'abandonnons, nous en sortons unilatéralement pour deux raisons. Premièrement, cet accord ne dit rien de l'arsenal de missiles que possèdent les Iraniens. Et deuxièmement, cet accord ne dit rien de la politique régionale de l'Iran, c'est-à-dire de la manière dont l'Iran finance et arme des milices armées à son service dans le monde arabe, qu'il s'agisse du Hezbollah au Liban, des puissantes milices irakiennes en Irak, des Houthis au Yémen ou à l'époque du Hamas palestinien à Gaza. Et donc Trump a dit, moi je veux un accord d'abord qui dure plus longtemps que celui de 2015, ensuite qui tienne compte de l'arsenal de missiles iranien et également un accord qui empêche ou interdit ou limite l'appui que les Iraniens apportent aux milices arabes à son service dans le monde arabe. Donc il a déjà fixé ce qu'il veut. Voilà, ça il dit, moi si j'ai pas ça, ça sera un mauvais accord. Et puis il a ajouté encore une condition, récemment, cette semaine encore, qui est de dire, je veux que les Iraniens renoncent à l'enrichissement de l'uranium. Alors pourquoi dit-il cela ? Parce que en 2018, lorsque Washington sabote l'accord conclu par Obama, principalement pour le grand plaisir de démolir tout ce qu'avait fait Obama, à ce moment-là, si vous voulez, les Iraniens, qui observent à peu près les grands termes de l'accord, enrichissent de l'uranium à 3 ou 4%, c'est-à-dire des teneurs civiles pour obtenir l'uranium dont ils ont besoin à des fins médicales. Mais lorsque les États-Unis sont partis en 2018, à ce moment-là, les Iraniens ont dit, puisque les États-Unis cassent ce que nous avons conclu et signé, eh bien nous estimons, nous, que nous ne sommes pas liés, plus liés par aucune contrainte. Et ils se sont mis à assembler des centrifugeuses très très puissantes et ils ont produit 430, 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Vous savez que pour produire une bombe atomique, un engin nucléaire,
il faut enrichir l'uranium à des degrés qui avoisinent 80%. Donc ils sont très près de cela. Ils auraient plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, c'est-à-dire s'ils vont un tout petit peu plus loin dans l'enrichissement, de quoi fabriquer 10 ogives nucléaires assez rapidement. Donc voilà la situation. Et donc si Trump sort de cette négociation sans obtenir cela, eh bien sa crédibilité sera en jeu. À mon avis, c'est ce que lui a dit Netanyahou cette semaine. Netanyahou, qui en sortant de la Maison-Blanche, n'a pas hésité à dire qu'il était très sceptique sur le résultat des conversations en cours entre Américains et Iraniens. On va revenir sur Netanyahou, mais restons encore un instant sur Donald Trump. Jean-Marie Colombani, comme le dit Alain, sa crédibilité est en jeu. Et là, c'est vraiment pas le moment pour le président américain de perdre en crédibilité. Je ne sais pas comment on peut apprécier l'évolution de l'opinion américaine, parce que le déploiement de la grande armada, comme l'a défini lui-même Donald Trump, est impressionnant. Et donc, il ne se passe rien. Après ce déploiement, ce sera interprété comme un recul ou comme un signe de faiblesse. En même temps, s'il déclenche des opérations militaires, on sait que ça va mécontenter, ou ça devrait mécontenter, une partie de son socle électoral qui croit dur comme fer à l'isolationnisme et qui a cru comprendre des engagements de Donald Trump qu'il ne s'aventurerait plus dans des opérations militaires lointaines. Donc c'est assez ambivalent. À vrai dire, je ne sais pas de quel côté les choses peuvent pencher. Ce qui me paraît assez clair, en revanche, c'est que si l'ayatollah, le guide suprême, refuse tout accord, l'Iran se prépare en effet à une bataille à passer sur le front militaire. Donc la probabilité ou la possibilité ou probabilité, c'est quand même que l'ayatollah cède quelque chose. Et céder quelque chose, ça veut dire céder sur le nucléaire. Parce qu'ils ne voudront pas céder sur les ogives qui sont, sur les missiles qui sont là, qui sont prêts à l'usage, alors que le nucléaire, c'est pas pour tout de suite, c'est de toute façon quelque chose qui est décalé dans le temps. Donc la logique serait que l'ayatollah fasse un geste sur le nucléaire. Et si ce geste existe sur le nucléaire, ce sera du coup difficile pour Donald Trump de justifier que d'en passer à une attaque militaire en bonne et due forme. Donc voilà, c'est une situation très incertaine. Malgré tout, on ne sait pas trop comment les choses peuvent évoluer. Alors après, sur le fait d'engager le fer ou non, moi je continue de penser que normalement ça devrait être impopulaire aux États-Unis. Impopulaire pour plusieurs raisons. Le souvenir de l'Irak n'est pas loin, du chaos irakien n'est pas loin. Mais en même temps, aux États-Unis, on ne touche pas à un chef de guerre. On ne destitue pas un président qui est en guerre. Donc, quelqu'un qui s'apprête à être battu aux élections de mi-mandat peut aussi trouver dans une opération de cette nature de quoi se réconforter malgré tout, parce que les Américains ne désavouent pas, en règle générale, ne désavouent pas le chef des armées qui fait la guerre. Je ne sais pas comment Alain voit les choses, mais je penche plutôt que c'est cela la tentation. Donc on parle là quand même d'une situation très incertaine et de Donald Trump qui pourrait vouloir y gagner des galons au prix d'une guerre au Moyen-Orient, en fait, Alain. Écoutez, moi, je ne pense pas qu'il ait quoi que ce soit à gagner à déclencher les opérations militaires, bon, en général, si vous voulez. D'abord, son sort n'est pas en jeu. Quoi qu'il arrive, il a un mandat, il lui reste 3 ans à faire, donc son sort n'est pas en jeu. Il va pas, même s'il y a une majorité démocrate qui emporte la Chambre des représentants, comme c'est probable, c'est pas certain, mais probable, en novembre prochain, bon, ça ne sera qu'une situation normale aux États-Unis où il est très fréquent que le Congrès ne soit pas du même bord que l'homme qui est à la Maison-Blanche. Donc ça ne rendra pas la tâche facile à Trump, mais enfin c'est comme ça qu'il a gouverné aussi durant son premier mandat, durant la moitié en tout cas de son premier mandat. Donc je ne pense pas que, bon, d'abord son sort n'est pas en jeu, mais en revanche, sa cote de popularité est très faible. Elle est très faible. Les Américains n'ont pas apprécié le Groenland, ils n'ont pas compris. Les Américains ont à peine compris non plus ce qui se passe au Venezuela. Autrement dit, ces deux aventures extérieures, une purement rhétorique, l'autre à Caracas militairement plus sérieuse, l'enlèvement du chef de l'État, ne lui ont pas apporté un seul point de popularité. Et je crois qu'il a tout à perdre aussi à se trouver engagé dans une bataille régionale au Moyen-Orient. Donc, c'est là où sa situation est très difficile, parce que, si vous voulez, maintenant qu'il a déployé une armada, comme le disait Jean-Marie, s'il n'arrive pas à conclure un accord, il est obligé de frapper.
Alors il est obligé de frapper, les Israéliens en profiteront sans doute aussi, comme au mois de juin dernier, mais il n'est pas du tout certain qu'une nouvelle vague de frappes aériennes sur les dirigeants de la République islamique aboutisse à un changement de régime en Iran. Certes, le régime est faible, certes, le régime est plus impopulaire que jamais, certes, il est de manière atroce, plus répressif que jamais. C'est probablement même dans les annales de l'histoire quelque chose d'abominable, ce qui s'est passé en Iran les 8 et les 9 janvier, et ce qui se passe encore aujourd'hui, une répression d'une férocité hallucinante. Mais c'est pas ça qui va faire tomber le régime, c'est pas des bombardements aériens qui vont faire tomber le régime. Alors bon, certains experts, notamment en Israël, estiment que si des bombardements aériens qui tueraient l'ayatollah Khamenei pourraient déclencher un processus de changement de régime. C'est possible, mais c'est pas certain. Et c'est cette situation-là dont ne veut pas Donald Trump. Il a cru, il a pensé que le régime était sur le point de basculer. Et il a pensé que donc il suffirait de montrer sa force pour que le régime fasse des concessions, voire soit renversé. Ce n'est pas du tout certain. Qui plus est, les Iraniens répliqueront. Ils répliqueront où? Ils répliqueront sur Israël, qui bombardera à son tour, certes, et ils répliqueront sur les bases américaines dans le Golfe, au Qatar, à Koweït, à Bahreïn, et ce n'est pas les cibles qui manquent. Et donc là, il y a le péril de ce qui ressemblerait à une guerre régionale. C'est pour ça d'ailleurs que tous les États arabes amis des États-Unis supplient Donald Trump de ne pas entrer en guerre avec l'Iran, parce que le résultat n'est nullement acquis. Et en revanche, on se retrouverait dans une situation qui ferait exploser le prix du baril de pétrole, enfin, qui deviendrait très largement incontrôlable ou difficilement contrôlable. Donc Trump ne veut pas la guerre, mais il aimerait sortir avec un résultat de la négociation qui s'est engagée avec l'Iran. Bon, c'est pas certain non plus. Je pense qu'un des scénarios possibles est le suivant. Trump, lui, c'est pas tellement le fond de l'histoire qui l'intéresse. Vous savez, en juin dernier, il a déclaré qu'il avait éradiqué, oblitéré, c'est son terme, oblitéré le programme nucléaire iranien. Au moment même où ses militaires, le Pentagone et la CIA lui disaient mais pas du tout, il n'est pas du tout oblitéré, ils ont probablement caché et préservé les 430 ou 400 kilos d'uranium enrichi qu'ils possèdent, et de même, ils ont probablement préservé l'essentiel de leur arsenal de missiles balistiques. Mais voilà, mais Trump, lui, il a déclaré la victoire et il pense que c'est la victoire. C'est cette manière qu'il a de voir le monde à travers son propre prisme. Donc, il peut dire ça. Il peut dire qu'il a obtenu, qu'il sort de cette négociation dans 3 semaines. Il a dit, je veux que la négociation s'arrête dans 1 mois. Mais il peut dire, bon, ben voilà, j'ai obtenu ça. Ils vont plus enrichir l'uranium à des teneurs militaires. Ils vont donner l'uranium ils vont confier l'uranium qu'ils ont déjà enrichi à une puissance extérieure. Donc cet uranium ne sera plus en Iran. Ils s'engagent aussi à contrôler le développement de leur arsenal de missiles. Enfin, les diplomates de part et d'autre peuvent trouver des formules de ce genre, qui ne changeront pas véritablement la situation, mais qui permettront à Trump de ramener son armada, enfin, elle vient de la mer de Chine, donc de la ramener en mer de Chine, et puis au régime iranien aussi de dire qu'ils ont obtenu quelque chose et que les 2 pays se sont entendus maintenant pour placer sous contrôle international le programme nucléaire iranien. On peut avoir quelque chose comme ça, qui déplairait fortement aux Israéliens, parce que les Israéliens n'y croient pas, les Israéliens veulent beaucoup plus. Et oui, alors que veut Israël? Parce que vous disiez que les pays arabes enjoignaient Trump à ne pas monter en puissance militaire. Benjamin Netanyahou lui demande exactement l'inverse. Exactement. Donc on peut avoir un Trump qui dit « j'ai gagné », je crie victoire et on s'arrête là. Ça, il sait faire. Et les diplomates de part et d'autre enrobent le progrès qui a été fait vers le contrôle du programme nucléaire iranien dans des formules assez créatives, mais que ça ne plaise pas aux Israéliens et que les Israéliens, à ce moment-là, mènent une série de frappes unilatérales sur l'Iran. C'est possible. On peut très bien avoir une sortie de crise qui ressemble à ça. En tout cas, c'est un test pour Donald Trump. Il est véritablement testé ici dans sa maîtrise ou sa non-maîtrise de la politique étrangère des États-Unis.
Le scénario qu'évoque Alain, et ce serait un paradoxe historique parfaitement ironique, parce que au point de départ, il y avait donc un accord. Cet accord est déchiré par Donald Trump sur les conseils ou la pression de Netanyahou et du gouvernement israélien. Et voilà qu'il se retrouve aujourd'hui dans une situation où lui défendrait un accord, quel que soit le contenu de cet accord d'ailleurs, et où Israël en serait fort mécontent. Et donc, mais sauf qu'il n'est plus là il n'y a plus de président pour déchirer l'accord. C'est le contraire. Celui qui a déchiré l'accord serait parvenu à un nouvel accord. Donc ce serait une situation vraiment assez paradoxale. Par ailleurs, comme dans le scénario qu'évoque Alain, on voit très bien Donald Trump se féliciter, quoi qu'il arrive, avec des mots extraordinaires. C'est un accord magnifique, c'est la promesse de la paix éternelle ou je ne sais quoi. Il n'a pas son pareil pour vanter ses propres faits et gestes et ses propres résultats. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à craindre. Aucun doute, effectivement. Une dernière question sur les Européens qui sont marginalisés depuis des années sur ce dossier du nucléaire iranien. Est-ce qu'on a encore un rôle à jouer ? Est-ce qu'on doit se contenter d'observer la diplomatie entre Washington et Téhéran ou on est quand même un petit peu actif encore ? Je dirais qu'il n'y a pas que les Européens qui sont concernés. Il y a aussi les autres membres permanents du Conseil de sécurité qui ont voté l'accord de 2015, qui ont donné une forme internationale à l'accord de 2015 en votant au Conseil de sécurité en faveur de cet accord, celui qu'avait négocié le président Obama avec les Iraniens. Et donc ce sont les Russes et les Chinois. Je dirais qu'ils sont les premiers irresponsables, puisque pour le seul plaisir de mener leur guerre contre un ordre international qu'ils estiment dominé par l'Occident, n'ont rien fait pour empêcher l'Iran de mener sa course au nucléaire. Et puis il y a les Européens, signataires également de l'accord de Vienne, de l'accord du 14 juillet 2015 à Vienne. Eh bien, les Européens prennent acte de la négociation en cours. J'ai vu que le ministre des Affaires étrangères français avait dit que, en fait, la vraie priorité dans cette histoire pour le moment, c'est la répression intérieure en Iran, avant même d'engager une négociation sur le nucléaire. Bon, alors vous me direz, c'est une façon de ne pas peser ou de ne pas peser beaucoup sur la négociation que de dire ça. Mais pas plus les Européens que les Russes ou les Chinois ne peuvent empêcher les Américains et les Iraniens de négocier ensemble. Après, je ne sais pas quelle forme prendra l'accord. Je doute que ce soit un accord qui soit entériné ensuite par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais on verra la forme que prend cet accord. On verra à ce moment-là quel est exactement le comportement ou la part que peuvent jouer les Européens. La Chine, qui est pour l'instant en train de renforcer son propre arsenal nucléaire, la Chine a historiquement toujours été hostile à la prolifération et donc a toujours été du côté de ceux qui souhaitaient respecter le traité de non-prolifération. Donc normalement, il devrait s'inscrire dans le soutien à quelque chose qui ressemble à un accord sur le nucléaire iranien. La Russie, c'est autre chose, parce que la Russie est en guerre, et donc elle raisonne surtout vis-à-vis de fournisseurs, puisqu'il faut rappeler que l'Iran a été un des principaux fournisseurs de drones à la Russie, qui permettent de bombarder régulièrement, voire toutes les nuits, les villes d'Ukraine. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage. Merci Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon. On se retrouve très vite pour un nouveau LMDS. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.